Nous commençons traditionnellement cette, web actu par un quiz, le quiz du mois, avec quelques affirmations, vrai, faux. Je vous laisse, quelques secondes pour répondre dans le chat et puis on débriefe ça, ensemble. Donc première affirmation: le projet congé payé, donc le fameux projet de loi, qui maintenant devient une vraie loi, vise à limiter l'attribution à 2 jours ouvrables de congés payés par mois d'accident du travail. À votre avis, vrai, faux? Donc il y a quelques vrais, quelques faux. Eh bien, c'est faux, c'est faux puisque, ce projet de loi, conformément d'ailleurs à la décision du Conseil constitutionnel et un petit peu au texte européen, vient faire une distinction selon l'origine de la suspension du contrat de travail. Donc est-ce que la suspension du contrat de travail, a lieu pour maladie ou est-ce que la suspension du contrat de travail a lieu pour accident du travail? Et dans le cas de l'accident du travail, le législateur a décidé, de d'assimiler totalement, cette période d'accident du travail à du temps de travail effectif et donc a décidé que pendant ces périodes d'accident du travail, ça ne sera pas 2 jours ouvrables, mais 2,5 jours ouvrables, de congés acquis par mois d'accident de travail, comme le droit commun, classique. Les 2 jours ouvrables dont il est fait état dans cette affirmation ne vont concerner que les périodes de maladie simple, de maladie non professionnelle. Donc 1re, chose à avoir à l'esprit, distinction entre les, sources et l'origine de la suspension du contrat de travail. 2e affirmation, le projet congé payé prévoit l'obligation d'informer ses salariés du nombre de congés restants à prendre et des délais pour les prendre et ce, à chaque retour de vacances. Vrai, faux? Faux, vrai, bon, eh bien, c'est faux. En fait, c'est pas à chaque retour de vacances, qu'il faudra faire cette information. Mais comme on va le voir avec l'affirmation, suivante, donc il faudra désormais informer ses salariés du nombre de congés restants à prendre et des délais pour les prendre et ce, à chaque retour d'arrêt maladie ou d'accident du travail. Là, pour le coup, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux, à votre avis? Eh bien, là, on a une unanimité de vrai. Effectivement, c'est vrai. En fait, cette information que vous allez avoir à faire devra être faite dans l'état actuel de la loi, sans limitation de durée d'arrêt maladie ou d'accident du travail ou sans minimum, plus exactement, de durée d'arrêt maladie ou d'arrêt de travail ou d'arrêt accident du travail. Ce qui veut dire que lors de chaque retour de vos salariés de ce type d'arrêt de travail, vous allez devoir faire cette information. Alors, la petite nuance, c'est que cette information pourra être faite par le biais du bulletin de salaire. Heureusement, j'ai envie de dire que le législateur a permis cette, facilité, parce que, sinon on n'était pas rendu, en termes d'usine à gaz, hein. Donc ceci dit, maintenant, il faudra informer vos salariés du nombre de congés restants à prendre et des délais pour les prendre et ce, à chaque retour d'arrêt maladie ou d'accident du travail. On verra que c'est pas si simple que ça parce que, les délais de prise et le nombre de congés vont être différents selon qu'ils ont été acquis avant ou pendant, l'arrêt, de travail. Une affirmation plus particulièrement pour les entreprises de transport, le site internet Vérif Permis va permettre de contrôler la validité des permis des conducteurs, taxis, ambulanciers et cetera et cetera. Alors là, effectivement, une unanimité de vrai. Alors il y a beaucoup de transporteurs parmi, l'audience. C'est effectivement vrai. Alors c'est l'arlésienne un petit peu, de la vérification du permis de conduire. Là aussi, après plusieurs années de tâtonnement et plusieurs années de mise en place de systèmes plus ou moins effectifs, heu, on arrive à un système qui sera pratique, qui sera surtout effectif pour les entreprises. Alors ce système, il a été promis pour, le mois d'avril,
2024. Nous sommes au mois d'avril 2024, le 11 avril. Pour l'instant, si vous tapez vérif permis sur, Google, vous n'aurez rien du tout, hein. Donc pour l'instant, le site internet n'est pas encore, en, fonction. Mais le gouvernement nous l'a promis, pour la fin, du mois d'avril. Les textes à ce sujet-là, les différents décrets et arrêtés sont parus, sont pour une fois relativement clairs, et donc normalement d'ici la fin du mois, on devrait en savoir un petit peu plus, hem, sur cette possibilité, effective de vérifier l'état du permis de conduire, de vos salariés lorsque vous êtes une entreprise de transport, que ce soit une entreprise de transport de marchandises, de voyageurs ou une entreprise de transport sanitaire. Autre affirmation, un employeur peut attribuer des chèques cadeaux, par exemple pour Noël, à son personnel en fixant une condition d'ancienneté, 2, 3, 6 mois, au choix de l'entreprise. Il y a une unanimité de vrai, et bien pourtant, la Cour de cassation vient de nous rappeler que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. De même, c'est encore en lien également avec l'affirmation suivante, un CSE peut limiter les activités sociales et culturelles au personnel ayant une certaine ancienneté. Eh bien, en lien avec l'affirmation précédente, ça également c'est faux. Ça résulte d'une jurisprudence de la Cour de cassation, récente, qui vient nous indiquer que le critère de l'ancienneté, était un critère discriminatoire et que vous ne pouviez pas, vous, en tant qu'entrepreneur, enfin en tant que chef d'entreprise, comme, votre, comité social et économique, conditionner le bénéfice de ce type d'avantage à une ancienneté. Hem, Là aussi, c'est un petit peu, alors c'est un arrêt qui est un arrêt, on va dire, de principe de la Cour de cassation, mais c'est un arrêt qui est, contraire à ce que prévoit le BOSS, le bulletin officiel de la sécurité sociale, à ce que prévoient les circulaires anciennement de l'ACOS, ce qui est l'organisme central de la sécurité sociale, hem et qui prévoyait qu'on pouvait, dans la limite de 6 mois, prévoir une ancienneté pour, bénéficier des activités sociales et culturelles ou pour bénéficier des chèques cadeaux. Donc là encore, il va y avoir une petite bataille entre les URSSAF et les tribunaux. Là encore, il y a certaines URSSAF qui ne respectaient même pas la doctrine, administrative à ce sujet-là et donc qui exigeaient l'absence de cette condition d'ancienneté. Enfin, ça nous promet quelques, péripéties lors des futurs contrôles URSSAF, dans les entreprises. Attention, là, les juges commencent à être, enfin, à être guidés par la Cour de cassation à ce sujet-là, donc hem, plus d'ancienneté pour bénéficier des activités sociales et culturelles, et plus d'ancienneté, pour notamment l'attribution des chèques cadeaux, par principe. Autre affirmation, demander via mail de faire preuve de respect, de cesser d'être agressif est une sanction disciplinaire. À votre avis, vrai, faux? Donc là aussi, les avis sont plutôt partagés. Eh bien, c'est faux. Et là aussi, ça découle d'une jurisprudence de la Cour de cassation assez récente, qui vient nous rappeler plusieurs choses, qui vient nous rappeler, ce qu'est une sanction disciplinaire, de manière assez pratique, et qui vient en tirer les conséquences, notamment pour ce qui est de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur. On y reviendra en fin de visio. C'est un arrêt de jurisprudence qui est relativement intéressant, et surtout qui vient éclairer un petit peu, qui vient illustrer un petit peu cette notion de l'épuisement du pouvoir disciplinaire. Il peut avoir des conséquences assez importantes, dans la mesure où lorsque l'employeur, a épuisé son pouvoir disciplinaire, il ne peut plus sanctionner, ni plus ni moins, et que s'il sanctionne, sur des faits qui ont été «épuisés» entre guillemets, eh bien, la sanction sera, considérée comme, n'étant pas opposable au salarié. Autre affirmation, une nouvelle obligation exige que l'entreprise établisse une liste
des travailleurs potentiellement en contact avec certains agents chimiques. Vrai, vrai, faux? Eh bien, c'est vrai. Il s'agit d'un décret, récent qui vient obliger, les entreprises à établir cette liste des travailleurs potentiellement en contact avec certains agents chimiques, et c'est un décret qui prévoit, à peu près une quinzaine de pages des agents chimiques en question, que les employeurs vont devoir, signaler, sur la liste des travailleurs potentiellement en contact. Alors on pourrait se dire, bon, finalement, ça concerne que certaines industries ou que certaines entreprises, avec des activités très particulières, mais en réalité, et comme dans l'audience, nous avons, pas mal d'entreprises de transport, et bien, en réalité, cette liste, par exemple, elle prévoit, que, être en contact avec de l'huile qui a pu servir à lubrifier un moteur, ben, suffit à ce que vous ayez l'obligation pour les salariés qui sont à ce contact-là, de les mettre sur la fameuse liste des travailleurs potentiellement en contact avec certains agents chimiques. Donc, on verra quelles sont les incidences de cette nouvelle réglementation, quels sont les délais qui sont laissés aux entreprises pour se mettre en conformité, et quelles sont les formalités à accomplir, lorsque vous avez lorsque vous avez des travailleurs qui sont, potentiellement concernés, par cette nouvelle réglementation. Hem, on verra que c'est assez similaire à la réglementation relative aux documents uniques d'évaluation des risques. Hem, autre point, autre affirmation, le site Vérif Permis, donc ce fameux site dont on a vu que, bah, c'était un peu l'arlésienne du transport, va permettre de connaître le solde de points de son conducteur. Alors là, il y a une majorité de faux. Effectivement, c'est faux. Vous ne pouvez pas, connaître le solde de points de votre conducteur. Vous pouvez simplement savoir, via ce site Permis, si le permis est valide ou pas. Donc ça sera OK ou KO. En revanche, le solde de points, ne sera pas connu de la part pour, des entreprises, via ce site en tout cas. Après rien n'empêche les entreprises de le demander à ses salariés, mais le salarié peut parfaitement refuser puisque c'est une information, personnelle que le salarié n'a absolument pas à, transmettre, à l'entreprise. Et enfin, dernière affirmation, un délai maximum de report, des congés payés serait fixé à 15 mois par le futur projet de loi. Alors là, c'est vrai, effectivement, donc une majorité de vrai dans les réponses via le chat. C'est vrai, il va simplement falloir vérifier de quels congés payés nous parlons. Est-ce que ce sont des congés payés qui ont été acquis avant, l'arrêt maladie? Est-ce que ce sont des congés payés qui ont été acquis pendant l'arrêt maladie? Heu et surtout, il va falloir également vérifier à partir de quand débute cette, période de 15 mois, puisqu'en fait, là encore, en fonction de la date d'acquisition de ces congés payés, le point de départ du délai de 15 mois ne sera pas le même. Et enfin, ce délai de 15 mois pourra être éventuellement, aménagé dans un sens plus favorable aux salariés, heu, par le biais d'un accord d'entreprise. Alors, bon, je ne pense pas que ce type d'accord d'entreprise ait le vent en poupe, mais c'est une possibilité qui est offerte par la loi. Là aussi, ça, promet, aux éditeurs de logiciels de paye et aux services de paye et de ressources humaines, hem, un vrai petit casse-tête, pour, au cas particulier, déterminer, le la période de report et les dates de report possibles pour les salariés qui seraient concernés par ces, différentes, suspensions du contrat de travail et acquisition de CP pendant, les, suspensions du contrat de travail. Donc voilà pour ce quiz d'actu, d'avril 2024. Nous allons maintenant rentrer un petit peu dans le vif du sujet et nous allons commencer par un sujet sur le permis de conduire et l'accès au fichier national, prévu pour ce mois d'avril.
Alors, je vous disais tout à l'heure en introduction que cet accès au fichier national, était un peu l'arlésienne de la vérification du permis de conduire. Ça fait à peu près 10 ans, que, le code de la route a été réformé à ce sujet-là pour permettre aux entreprises de transport routier, de demander aux préfectures, si les permis de conduire des salariés étaient valides ou pas. Ça fait à peu près 10 ans que cette obligation, donc pour les préfectures, existe dans le code de la route et ça fait à peu près 10 ans que, bah, les préfectures le font ou ne le font pas. Vous avez certaines préfectures qui ont mis en place, cette possibilité, d'interrogation, du fichier, national par les transporteurs routiers et puis d'autres préfectures qui, ne jouent pas le jeu et ne l'ont absolument pas mise en place. Hem, ce fichier-là, permettra un accès pour tous, hem, un accès simple, un accès dématérialisé et un accès qui vous permettra de vous assurer que vos salariés, ont bien en leur possession un permis de conduire valide. Vous avez enfin, il y a beaucoup d'entreprises de transport, qui m'écoutent et elles savent que, la problématique du permis de conduire est une problématique qui est en forte augmentation. Encore aujourd'hui, par Donc, exemple, nous avons eu, OK. Ah 3 ou si, 4 attention! Attends, 3 ou attends, 4 attends, clients, faut faire qui que sont dis-moi. venus, nous indiquer que leurs salariés avaient plus le permis de conduire et roulaient depuis plusieurs mois sans permis de conduire. Étant donné que les entreprises de transport ne sont pas des agents de police, «assermentés» entre guillemets, elles peuvent pas faire de contrôle, de «police» entre guillemets, sur les permis de conduire et donc dès lors qu'un salarié leur présente un permis de conduire physiquement, elles ne peuvent pas savoir si il est effectivement valide ou pas. Ce site Vérif Permis va vous permettre de le faire, à quelques conditions quand même qui sont prévues par le code de la route, et notamment par, l'article R 225-5-1 qui est issu des arrêtés du 15 février, 2024, et qui va vous permettre plusieurs choses. Premièrement, de déclarer des personnes qui seront susceptibles d'utiliser ce service-là. Donc ce ne sont que ces personnes-là qui pourront utiliser ce service-là. Bon, rien de choquant, par rapport à cette faculté-là. Donc vous allez devoir déclarer tout simplement, 1, 2, 3, 4 personnes qui seront susceptibles d'utiliser, ce service et qui auront un identifiant, un mot de passe et qui pourront aller sur ce site, Vérif Permis. Ensuite, vous allez devoir déclarer, les personnes que vous employez comme conducteurs de véhicules à moteur, en indiquant leur nom, leur date de naissance et le numéro de leur permis de conduire à minima. Et ensuite, pour pouvoir accéder à ce site Vérif Permis, il va falloir quand même que vous soyez une entreprise qui exerce une activité prévue par ce dispositif. Alors, c'est principalement les entreprises de transport public routier de marchandises, déménagement, location de véhicules industriels, transport public routier de personnes, VTC, taxi et les entreprises de transport sanitaire. Donc si vous êtes une entreprise qui exerce dans ce secteur d'activité-là, vous aurez la possibilité de vous abonner au service Vérif Permis et d'accéder à la vérification de la validité du permis de conduire de vos, salariés. Alors, cette vérification de validité se fera, en ligne évidemment par la mise en place d'un téléservice. Vous devrez, saisir les données relatives au permis de conduire des personnes, que vous employez comme conducteurs et dont vous, souhaitez, vérifier la validité du permis de conduire. Donc nom, prénom, date de naissance, numéro du permis de conduire et vous allez devoir quand même payer pour accéder à ce service qui ne sera plus gratuit comme pouvait l'être l'accès au service de la préfecture. Heu, redevance qui est prévue par les textes et qui sera différente selon que le salarié, que l'entreprise pardon, aura, plus ou moins de 50 conducteurs, en son sein. Donc 50 conducteurs ou moins, vous aurez 100 consultations pour 40 € hors taxes, un abonnement annuel de 100 consultations. Toute consultation unitaire au-delà du volume prédéfini, sera, facturée à 0,95 € hors taxe.
Bon, sans consultation pour une entreprise de 50 conducteurs et moins, on est pas mal. Ça veut dire, que vous pouvez vérifier à minima 2 fois par an, le permis de conduire de tous vos conducteurs. Bon, je pense que, on n'en est pas encore là. Et pour les entreprises de plus de 50 conducteurs salariés, vous devrez avoir un abonnement annuel de 40 € hors taxes et chaque consultation vous coûtera 0,95 centimes, 0,95 € pardon, hors taxes. Hem, voilà ce qui est prévu par les textes au niveau de la redevance. C'est une, tarification de base, évidemment comme, tous les prix, ils risquent d'augmenter, en fonction du temps qui va passer. Et une fois que vous aurez, effectué toutes ces formalités pour vous inscrire et inscrire vos salariés, et vos conducteurs, eh bien, vous aurez une attestation de vérification du permis de conduire, qui va vous dire si le permis de conduire est valide ou pas. Je vous ai mis sur le support, l'attestation qui est prévue par l'arrêté. Bien évidemment, c'est bon, c'est un «fac-similé» entre guillemets, mais ça va se présenter comme ça, avec un QR code qui va pour vous permettre d'authentifier cette attestation, et vous aurez l'état du permis, valide, pas valide. Ce qui vous permettra, le cas échéant, de, prendre les mesures nécessaires vis-à-vis des salariés qui n'auraient plus de permis de conduire valide et qui ne vous l'auraient pas signalé. Alors, quelques questions-réponses sur ce que J'ai une première question, Stéphane. oui? Est-ce qu'il faut au préalable en informer les salariés? Alors, on va le voir justement sur les D'accord, questions-réponses. bon, au moins c'est Ça fait. voilà, mais oui, oui, on va répondre à cette question. Donc une petite question-réponse qu'on a fait sur le site Vérif Permis. Première question qui peut se poser légitimement quand vous embauchez un conducteur, bah, il vous présente un permis, mais bon, comme vous n'êtes pas un service de police, vous savez pas s'il est valide ou pas. Est-ce que vous pouvez contrôler ce permis de conduire pour un futur collaborateur, c'est-à-dire pour un salarié, enfin pour une personne qui ne serait pas encore, embauchée, dans, votre, entreprise. Alors a priori, la réponse est non, puisque l'accès à ces informations est prévu pour vos salariés conducteurs, pour les salariés conducteurs, et non pour des tiers ou des futurs salariés. Alors effectivement, ça pose de véritables problèmes au niveau notamment du RGPD, hein, puisque vous utilisez des données personnelles, hein, dans cette, requête. Donc c'est pour cette raison que le code de la route a quand même mis des barrières ou des limites à l'accès à ces informations, et effectivement, l'accès à ces informations ne peut se faire en l'état des textes que pour, les, salariés, déjà embauchés et qui, bénéficient d'un contrat de travail, dans votre entreprise. Hem 2e question légitime qui peut se poser, est-ce que c'est un outil obligatoire? Si on n'utilise pas l'outil, cela peut-il se retourner contre nous? Est-ce obligatoire d'avoir ces attestations pour chacun de nos chauffeurs? Bien, en l'état des textes encore et à ce jour, il n'est absolument pas prévu d'obligation d'utiliser ce site. C'est pas prévu non plus de rendre obligatoire l'utilisation de ce site. En revanche, n'oubliez pas que, si vous êtes une entreprise, qui, exerce dans le secteur du transport routier, n'oubliez pas que vous avez, une obligation quand même de vérifier ses permis de conduire, bah, que c'est un outil de vérification des permis de conduire et que votre compagnie d'assurance, peut effectivement vous demander de respecter un certain process, pour la vérification des permis de conduire de vos collaborateurs. Hem Process qu'il sera nécessaire de suivre, si, vous ne souhaitez pas risquer, un refus de prise en charge, en cas de sinistre. Les compagnies d'assurance, en fait, à ce sujet-là, sont aussi de plus en plus frileuses et de plus en plus regardantes, pour éviter, d'avoir des sinistres avec des personnes qui n'auraient plus le permis. Alors, ça pourrait être dramatique, vis-à-vis, de l'entreprise, si elle ne peut pas démontrer qu'elle a mis en place un process, qui permettait, de s'assurer au moins physiquement de l'existence de ce permis de conduire, parce que dans ce cas-là, l'assureur pourrait
faire un refus de garantie. Mais c'est surtout dramatique pour le conducteur puisqu'en fait le conducteur sera, au final, poursuivi, dans le cadre de sa responsabilité civile, notamment s'il y a des dommages, corporels, et c'est des sommes, enfin des ce type de dommages sont souvent des dommages qui ont des coûts, astronomiques, heu, pour lequel il risque de payer toute sa vie, en fait. Donc la vérification de la validité du permis de conduire, c'est une protection nécessaire pour l'entreprise, mais c'est également une protection, par ricochet du salarié puisqu'en fait, vous pouvez, par cette vérification, mettre en avant une situation anormale et enjoindre votre salarié de rectifier, sa situation ou à tout le moins de ne plus conduire, quoi, en fait, hein. Y aura-t-il des alertes quand le salarié aura perdu son permis de conduire? Alors, là encore, dans les textes, ce n'est pas a priori prévu, étant précisé encore que la responsabilité du permis de conduire, c'est une responsabilité qui incombe à son titulaire, et que, les informations, relatives aux pertes de points, et relatives à l'annulation ou à la suspension du permis de conduire sont des informations qui sont personnelles au salarié, qui est concerné. Et qu'il n'est pas prévu que son employeur en soit, destinataire. Vous ne serez destinataire que sur requête de votre part, et c'est à ce moment-là que vous pourrez vérifier si le permis de conduire du salarié en question est valide ou non. Autre, petite question qui peut se poser, comment s'organiser? Consulter à l'embauche, puis une fois par an, comme le demande notre assureur et cetera. Là aussi, les textes à l'heure actuelle ne prévoient aucun process, obligatoire, donc chaque entreprise devra, adapter, créer son propre process, étant précisé qu'il devra être étroitement lié avec sa compagnie d'assurance puisque le principal risque, entre guillemets, pour l'entreprise, le principal risque, c'est, la non prise en charge d'un sinistre, si l'assureur, vous opposait le fait que vous n'avez pas mis en place de processus de vérification des permis de conduire de vos conducteurs dans votre entreprise. Donc il est important pour l'entreprise de transport de s'organiser, pour mettre en place ce type de process. Là encore, Vérif Permis, c'est un outil qui est à votre disposition. C'est un outil qui est à votre disposition, il n'y a pas d'obligation de l'utiliser, mais c'est quand même très enfin, quand ça sera effectif, évidemment, ça sera très utile, pour vous protéger, vous, en tant qu'entreprise. Après, le salarié qui prend le risque, le chauffeur, le conducteur qui prend le risque de conduire sans permis, s'expose à une problématique déjà pénale, puisque c'est un délit, la conduite sans permis, et une problématique assurantielle puisque, encore une fois, sa responsabilité civile pourrait être, mise en cause et l'assureur, ne prendra pas en charge ce sinistre dans ce cadre-là. Donc, ça sera le salarié en question qui risque de payer pour toute sa vie, si jamais il y avait un sinistre, notamment un sinistre corporel. Et enfin, dernière question qui peut se poser, doit-on informer le CSE et dans la suite, les salariés? Alors, pour ce qui est du CSE, oui, indubitablement, même si les textes ne le prévoient pas expressément, mais ce type, de système de contrôle de l'activité des salariés au final, puisque c'est à ce à quoi ça se résume, qui non seulement permet de contrôler, l'activité, des salariés, mais qui permet également enfin qui, hem, utilise également des données personnelles des salariés, rentre indubitablement dans le champ de, l'obligation générale d'information, du CSE. Donc oui, l'information, du CSE à minima, semble s'imposer. Bien évidemment, dans la logique de cette information du CSE, il est très fortement recommandé, d'informer également, au préalable les salariés de cette possibilité. Une simple information, soit dans le contrat de travail, soit dans la note de service, à l'heure actuelle semble suffisante. Mais cette information des salariés et du CSE, apparaît nécessaire pour que vous puissiez, utiliser cet outil, de manière légitime et que vous puissiez surtout opposer, à un salarié en question, à un salarié déterminé, les résultats de l'utilisation de cet outil, à savoir est-ce que son permis est valable ou est-ce qu'il n'est pas valable.
Voilà sur les questions-réponses qui se posent, enfin qu'on a essayé de rechercher sur ce nouveau site Vérif Permis. Et voilà pour ce premier sujet, sur, le site Vérif Permis qui va quand même faciliter, la tâche des, entreprises de transport. Nous allons maintenant aborder le thème principal de cette visio qui est le projet législatif en cours sur les congés payés, et leur acquisition pendant les périodes de maladie ou d'accident du travail. Hem, Projet législatif qui vient de se concrétiser hier, hein, puisqu'il a été voté de manière définitive et qui va donc être promulgué dans les jours, ou les semaines qui viennent. Projet législatif qui intervient après, la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, dont vous avez tous et toutes, entendu parler, et qui vient, ni plus ni moins qu'adapter le, code du travail, ni plus ni moins qu'adapter le code du travail aux exigences de la réglementation européenne. Alors, la Cour de cassation, en septembre 2023 n'a pas réécrit le code du travail puisque c'est pas dans ses prérogatives, elle peut pas le faire. Simplement elle a écarté les dispositions du code du travail pour leur préférer, les dispositions des textes européens, qui, étaient en l'occurrence d'application directe, hem, en France. Heu, Ça a quand même mis un petit coup de boost, au gouvernement puisque, ça faisait à peu près également 10 ans, que la Cour de cassation, tous les ans, dans son rapport annuel, alertait le gouvernement, enfin tous les gouvernements successifs, sur les dangers, à rester dans cette situation statu quo avec le code du travail et sur la nécessité d'adapter le code du travail à la réglementation européenne. Donc au bout d'un moment, à force d'avertir, elle est passée, à, l'action, et ça a donné ces jurisprudences du 13 septembre 2023 qui sont venues pour, synthétiser les choses, indiquer que le salarié qui est malade continue d'acquérir des, congés payés pendant son arrêt maladie, de même que, ce soit un arrêt maladie simple ou un arrêt pour accident du travail ou un arrêt pour maladie professionnelle. Et ce, quelle que soit la durée de cet arrêt, sans qu'il n'y ait de limite, sur une durée, d'absence pour accident du travail, maladie professionnelle ou maladie simple. Suite à cela, donc le gouvernement a dû réagir, hein, sous la pression des entreprises, des organisations patronales, des organisations syndicales, pas pour les mêmes raisons, mais toutes ont mis la pression sur le gouvernement. Le ministre du Travail de l'époque, s'est engagé à faire quelque chose, mais bon, le ministre du Travail, reste comme tous les ministres, c'est un travail un peu précaire, donc il a changé depuis. Et la ministre du Travail, actuelle, a repris ses engagements et un projet, législatif est né, en novembre, avec des amendements déposés, en début d'année, qui ont été validés par le Conseil d'État avant de passer, devant le Parlement. La validation du Conseil d'État, ça permettait d'avoir, une vérification juridique, et de conformité avec les différents textes, applicables, pour éviter de faire, des erreurs dans la loi et pour éviter d'être sanctionné notamment par le Conseil constitutionnel et d'être sanctionné par les juridictions supérieures, notamment les juridictions européennes. Donc le Conseil d'État a donné un accord favorable, début mars. L'amendement a été déposé, en mars, à l'Assemblée nationale. Il a été adopté le 18 mars dernier. Il est passé en commission mixte paritaire qui réunit des représentants du Sénat et de l'Assemblée nationale le 4 avril dernier et la commission mixte paritaire s'est mise d'accord sur un texte, qu'elle a déposé le 8 avril, donc lundi, là, le 8 avril, et le texte a été définitivement adopté par le Parlement, lors des séances des 9 et 10 avril. Donc vous voyez, c'est tout chaud, c'est tout récent et maintenant, il ne reste plus que le stade de la promulgation de la loi qui doit intervenir dans les jours qui viennent, et ensuite, il faudra l'appliquer. Alors, en bref, qu'est-ce que prévoit cette loi? Cette loi prévoit plusieurs choses. Alors,
L'objectif vertueux, c'était de limiter les effets des arrêts de la Cour de cassation pour l'avenir et pour le passé, mais dans les limites, de ce que pouvait prévoir, le parlement, hein, dans les limites de ce que prévoient, les textes européens, puisque là, on est un peu dans un petit carcan. Elle a ré le gouvernement a quand même réussi à neutraliser de manière partielle, les effets de la jurisprudence septembre 2023, mais on va voir qu'on est quand même un peu loin du compte et que ça risque quand même d'impacter sérieusement, les entreprises. Donc en bref, il va y avoir une limitation de 4 semaines de CP par an en acquisition pour les salariés en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, à raison de 2 jours ouvrables acquis par mois, avec une rétroactivité aux situations antérieures. Alors la rétroactivité, est prévue jusqu'en 2009 par la loi. 2009, c'est l'introduction des textes européens, et elle s'explique par le fait que, les délais de prescription commencent à courir lorsque les salariés ont connaissance des droits, qu'ils peuvent réclamer. Et là, en l'occurrence, bah, ils n'avaient pas connaissance de ces droits-là puisque c'était pas transposé en droit français. Et donc, c'est la raison pour laquelle les salariés concernés pourraient, dans l'absolu, demander un rappel d'acquisition de CP sur période de maladie jusqu'en 2009. Alors, tout ça doit être un petit peu affiné par notamment les questions-réponses de l'administration, parce que c'est pour l'instant relativement obscur et c'est vraiment un point technique très particulier et très complexe qui devra être dénoué non seulement par le questions-réponses du gouvernement, mais également par les juges au fur et à mesure des différents contentieux qui depuis l'automne 2023 pleuvent comme à gravelotte. Donc l'acquisition des CP serait limitée à 4 semaines de congés payés par période de référence pour les salariés en maladie non professionnelle. En revanche, pour les salariés qui seraient en arrêt de travail pour maladie professionnelle ou pour accident du travail, il n'y a pas de limitation de 2 jours ouvrables par mois, mais on sera sur le droit commun, à savoir 2,5 jours ouvrables par mois. Donc là, ça serait comme une assimilation totale à des périodes de travail effectif. Le délai, maximum de report de congés payés, sera fixé à 15 mois, là aussi avec une rétroactivité aux situations antérieures. Ça veut dire que lorsque le salarié va revenir dans vos entreprises, il aura globalement une quinzaine de mois pour prendre ses congés payés. On va voir que, cette période de 15 mois a un point de départ différent, selon que les congés ont été acquis avant l'arrêt de travail ou pendant l'arrêt de travail. On va voir ça juste après. Et enfin, instauration quand même d'un délai de forclusion, qui imposera aux salariés encore dans les effectifs d'agir dans les 2 ans, qui suivent l'entrée en vigueur de la loi pour réclamer des congés payés sur des périodes antérieures. Donc cela va permettre de limiter dans le temps tout au moins les actions possibles pour les salariés, présents dans les entreprises puisque, à compter de la promulgation de la loi, donc vraisemblablement avril ou mai 2024, ils auront 2 ans, soit jusqu'en avril ou mai 2026, pour réclamer ces congés payés et pour saisir le conseil de prud'homme en cas de refus de la part des entreprises. Ce délai de forclusion, une fois passé, ne permettra plus d'actionner qui que ce soit et ne permettra plus de saisir le conseil de prud'homme sur ce point-là. La question qui reste en suspens, c'est la question des salariés qui ne sont plus dans l'entreprise. Donc là, en l'occurrence, les différents commentaires qui ont déjà été parus, sur ce projet de loi, hem, sont assez unanimes sur le fait que ces salariés-là auront un délai de prescription classique, de 3 ans à compter de l'information qui aura été faite. Maintenant, tout va dépendre de savoir ce qu'on entend par information, faite et le délai de prescription de 3 ans. Est-ce que les salariés pourront remonter 3 ans en arrière, et c'est tout? Est-ce qu'ils auront également, la possibilité de remonter jusqu'en 2009?
pour l'instant, tout ça reste très obscur. On va attendre le question-réponse du gouvernement sur ce point-là, puisque maintenant, à chaque grande loi, il y a une question-réponse qui sort, ou alors il faudra attendre les premiers jugements et les premiers arbitrages de la Cour de cassation. Dans le détail, le projet législatif en cours et la loi donc, va limiter à 4 semaines par an pour les salariés en arrêt de travail pour maladie professionnelle, à raison de 2 jours ouvrables acquis par mois, l'acquisition des congés pendant cet arrêt de travail. Le délai de maximum de report des congés sera fixé à 15 mois, comme on l'a vu. À savoir que cette période va débuter soit au retour du salarié concerné, lorsque les congés payés auront été acquis avant l'arrêt maladie, soit à l'expiration de la période de référence suivante, lorsque les congés payés auront été acquis pendant l'arrêt maladie. Donc vous allez avoir une période de 15 mois différente selon le moment d'acquisition des congés payés. Et ça, pour le coup, il sera important quand même de faire cette distinction parce que vous allez pouvoir avoir une période de référence, une période de report de 15 mois qui va courir quand bien même le salarié serait en arrêt de travail. Donc ça peut être très intéressant puisque ça va vous permettre de faire périmer un certain nombre de droits à congés payés, mais ça va imposer une gymnastique intellectuelle assez technique, non seulement pour les logiciels de paye, mais également pour les gestionnaires de paye et les gestionnaires ressources humaines qui vont devoir faire une distinction précise des périodes d'acquisition de congés payés pour avoir une vision précise des périodes de report. Donc là, pour le coup, là aussi, il va falloir attendre un petit peu le question-réponse du gouvernement pour voir comment ils ils pensent articuler cette période de report. Mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la période de report va débuter au retour du salarié concerné et au moment de l'information que vous allez faire à ce salarié concerné pour les congés payés acquis avant son arrêt de travail, et va commencer à l'issue de la période de référence en cours, lorsque le salarié aura acquis des congés payés pendant son arrêt de travail. Donc ça promet, quelques nuits blanches pour les concepteurs de logiciels, de paye. Je vous parle d'informations sur les congés payés parce que la loi vient rendre obligatoire l'information des salariés au terme des périodes d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, qu'ils soient professionnels ou pas, et quelle que soit leur durée, l'employeur devra porter à la connaissance du salarié dans le mois qui suit la reprise du travail les informations suivantes par tout moyen, conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paye. Bon, le législateur n'est pas allé chercher trop compliqué, il a dit le bulletin de paye sera suffisant. Mais il faudra donner comme information sur le bulletin de paye le nombre de jours de congé dont il dispose et la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. Ce qui va nécessiter non pas 2 lignes, mais plusieurs lignes, puisqu'en fait la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris va être différente selon le moment où les jours de congé ont été acquis. Avant l'arrêt de travail, pendant l'arrêt de travail, la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris sera là différente. Donc c'est là où il risque d'y avoir, des usines à gaz à monter, dans les services, paye et ressources humaines. Vous pourrez, si vous le souhaitez, négocier un accord d'entreprise, étendant cette période de report de 15 mois, puisque cet accord d'entreprise sera un accord qui ne pourra être que plus favorable que la loi, donc à savoir, étendre à plus que 15 mois, cette, période de report. Une autre précision de la loi également concernant le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, eh bien, vous allez devoir prendre en considération les périodes assimilées à un temps de travail par le 7e de l'article
L3141-5, c'est-à-dire les maladies non professionnelles, hein, pour faire court. Et vous devrez prendre en considération, pour le calcul notamment de l'indemnité de congés payés selon la méthode du 10e, ces périodes-là, en recalculant la rémunération qui aurait été perçue dans la limite d'une prise en compte à 80% de cette rémunération. Donc là aussi, les logiciels vont devoir être reparamétrés, puisque ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Ces périodes-là n'étaient pas prises en compte, n'étaient pas assimilées du tout à du temps de travail. Là, elles seront assimilées à un temps de travail effectif à hauteur de 80% de la rémunération associée à ces périodes. Et enfin, la rétroactivité qui est prévue par la loi, c'est une rétroactivité qui va courir jusqu'en 2009 au plus. Bien évidemment, sous réserve des décisions de justice qui seraient passées en force de chose jugée. On ne va pas rejuger ce qui a été jugé, ou de stipulations conventionnelles plus favorables. Bon, là, pour le coup, ça serait un peu étonnant. Mais le salarié, dans le cas d'école, le pire, pourrait aller rechercher un rappel de congés payés jusqu'au 1er décembre 2009, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Donc, nous sommes en 2024, ça veut dire qu'il y a une quinzaine d'années, le salarié pourra aller chercher des rappels de congés payés sur 15 ans en arrière. Alors évidemment, ça va concerner très peu de personnes, parce que, bon, il y a très peu de personnes qui sont en arrêt maladie depuis 15 ans, entre guillemets. Ça va concerner très peu de cas, mais en théorie, le salarié pourrait, récupérer des rappels de congés payés depuis le 1er décembre 2009. Ça, c'est des choses sur lesquelles le gouvernement ne pouvait pas faire grand-chose. C'est des choses sur lesquelles le gouvernement ne pouvait pas faire grand-chose, sur lesquelles il ne pouvait pas trop transiger, puisque en fait, ça n'aurait pas forcément passé les fourches codines du Conseil constitutionnel, ni et surtout les fourches de la Cour de justice de l'Union européenne. Toujours sur ce projet législatif en cours, il y a une petite faveur accordée aux entreprises, puisque le cumul avec des périodes déjà valorisées serait au maximum de 24 jours ouvrables, c'est-à-dire que le salarié ne pourrait pas cumuler plus de 24 jours ouvrables pour chaque période de référence au titre des congés acquis pour une maladie ou pour un accident du travail. Alors, il y a une petite question. J'ai Oui, une question là. Eric. Et donc, on est bien d'accord que s'il était en maladie depuis 2011-2013, il pourra bien réclamer ses CP. Bah, à la première lecture de la loi, et sous réserve encore une fois du question-réponse du gouvernement, c'est une possibilité, oui. C'est une possibilité. Si vous avez un salarié, qui est chez vous encore et qui était malade en 2011-2013, il a 2 ans pour réclamer, des rappels de CP, sur cette période-là. C'est ce qui résulte à ce jour du texte de la loi. Alors, il va falloir que ça soit affiné par le question-réponse et affiné par les juges, mais là, sur ce coup-là, la loi est relativement claire. Oui, si le salarié était en maladie en 2011-2013, il pourrait réclamer des congés payés sur cette période-là. À condition de les réclamer dans la période de forclusion de 2 ans, qui est prévu également par la loi et qui ouvre une période de 2 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour introduire toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congés payés par application des dispositions de la présente loi. Donc, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi là, sur les congés payés, le salarié aura 2 ans pour réclamer ses droit à congés payés qu'il aura acquis sur des périodes de maladie non professionnelle ou d'accident du travail antérieures. Et ce jusqu'en 2009. Passé ces 2 ans, le salarié sera forclos, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus introduire aucune action devant le Conseil de prud'homme. Je vous ai mis dans le support une trame de courrier à envoyer aux salariés au terme d'une période d'arrêt de travail.
en essayant de différencier les différents types de congés payés acquis, avant ou pendant l'arrêt de travail, selon la durée de l'arrêt de travail. Donc je vous laisserai en prendre connaissance, avec le support. Mais globalement, c'est ce type de courrier qu'il faudra, envoyer à vos salariés, à chaque fois qu'ils reviendront d'arrêt maladie ou d'accident du travail. Alors, par l'effet, de la loi, on peut enfin la loi ne prévoit pas de durée minimale, de maladie ou d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour pouvoir envoyer ce courrier. Ce qui veut dire qu'à contrario, normalement, on devrait l'envoyer à tous, les retours de maladie, accident du travail et maladie professionnelle. Toutefois, la loi permet de faire figurer cette information sur le bulletin de salaire, qui va avoir des lignes en plus du coup. Et on peut imaginer que cette information ne sera pertinente et nécessaire qu'avec des arrêts qui durent plus d'un mois, puisqu'en fait, si l'arrêt dure moins d'un mois, ça n'a pas d'incidence sur l'acquisition des congés payés totaux, puisque en fait, l'acquisition de 30 jours ouvrables de congés payés se fait par 4 périodes de 24 jours, ou 4 périodes de 4 semaines, ce qui fait 48 semaines de travail effectif ou de travail ou de période assimilée, ce qui donne une franchise de 4 semaines par an de maladie, heu, qui n'ont pas d'impact sur les congés payés. Alors là, du coup, j'ai deux Oui, 2 précisions. Est-ce que les ex-salariés peuvent demander la récupération de ces CP? oui, oui, il y a pas d'exclusion des anciens salariés. En fait, la seule petite, interrogation qui reste encore à ce sujet-là, c'est la possibilité pour eux de remonter jusqu'en 2009. Pour l'instant, il y a un petit doute, puisque le texte de la loi est clair comme de l'huile de vidange, à ce sujet-là. Il y a un petit doute à ce sujet. Est-ce qu'eux aussi sont dans la règle de la forclusion? Ou est-ce qu'eux sont sous les régimes de prescription de droit commun? C'est-à-dire que, s'ils sont sur la règle de forclusion, ils pourraient remonter jusqu'en 2009, qu'ils soient salariés ou ex-salariés. Si on est sur la règle de droit commun, on peut imaginer qu'ils ne puissent remonter que 3 ans en arrière. Donc bon, ça limiterait quand même un petit peu la casse. Là, pour le coup, il faut attendre, un petit peu le question-réponse du gouvernement, et les premiers arrêts de jurisprudence parce que, la disposition n'est pas très claire concernant les ex-salariés. En revanche, les salariés qui sont toujours dans l'entreprise, eux, peuvent remonter jusqu'en 2009 s'ils étaient dans l'entreprise depuis 2009. Ça, il y a pas de doute. Et alors concernant les petits arrêts maladie, puisque alors sur les ça concerne plutôt les longs arrêts, mais sur Mmh. les petits arrêts d'une semaine, 3 semaines par exemple, tout ça? Eh bien, donc c'est ce que je disais, auparavant, c'est-à-dire que, la loi ne distingue pas selon la durée de l'arrêt. C'est-à-dire que cette information, elle doit être faite, si on s'en tient au texte de la loi, pour tous les arrêts de travail, quelle que soit leur durée. En revanche, elle n'est pertinente que pour les arrêts qui datent de plus enfin qui durent plus d'un mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour les arrêts de moins d'un mois, il n'y a pas d'impact sur le congé payé d'une période de référence donnée. Puisque pour avoir un droit à congé payé total, il suffit de travailler 4 12 périodes de 4 semaines. 12 périodes de 4 semaines, ça fait 48 semaines. Sur un an de 52 semaines, vous avez 4 semaines de franchise, et donc sur 4 semaines, en fait, le salarié pourrait être malade sans que ça n'ait d'impact sur son droit total à congé payé. Donc en réalité, la pertinence de cette information-là, ne va, être, intéressante que pour les arrêts d'au moins un mois. Mais dans l'absolu, la loi ne prévoit pas de durée minimale. OK. Donc voilà pour ce sujet relatif aux congés payés. Hem, la loi va paraître, elle va s'appliquer. On va avoir tout un tas de commentaires, tout un tas de questions-réponses et cetera, qui vont nous permettre d'affiner, les actions des entreprises, d'affiner l'organisation des entreprises. On est juste au début là un peu d'une usine à gaz et d'une période de 2 ans qui va être, un petit peu rock'n'roll si je peux m'exprimer ainsi, à ce titre.
Voilà sur ce sujet. On va terminer cette visio par quelques informations, rapides. Première, information sur la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques. Donc comme je vous le disais en introduction, il y a un décret du 4 avril 2024 fixe des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques. Alors certains agents chimiques, c'est 15 pages de décret, si vous voulez, avec tout un tas de comment dire, de produits, de listes d'agents et de degrés d'exposition. Et met à la charge des entreprises des obligations spécifiques. La première de ces obligations, c'est une obligation d'établir une liste des travailleurs susceptibles d'être exposés à ces agents chimiques avant le 5 juillet 2024. La loi prévoit 3 mois de délai pour les employeurs, pour établir cette liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques, prévue à l'article 2 du texte. Donc, comme je vous ai dit, il y en a une quinzaine de pages, et l'un des plus compréhensibles ou l'un des plus marquants, c'est effectivement toutes les huiles qui permettent à la lubrification des moteurs. Donc là, pour des entreprises de transport, vous pouvez facilement avoir un certain nombre de salariés qui sont concernés par cette liste que vous devez faire. Cette liste doit être tenue à disposition des salariés concernés, doit être tenue à disposition du CSE. Alors, le texte nous indique que cette liste à disposition du CSE est présentée de manière anonyme, mais permet au CSE d'exercer ses prérogatives en matière d'hygiène et de sécurité, en matière de conditions de travail, santé, sécurité au travail, etc. Et enfin, cette liste doit être transmise à la médecine du travail dans les mêmes conditions que vos documents uniques d'évaluation des risques. Donc la liste initiale ainsi que les actualisations. Les informations qu'elles contiennent sont versées dans le dossier médical en santé au travail de chaque salarié. Et cette liste est conservée par les services de la médecine du travail pour une période d'au moins 40 ans. Il y a un parallélisme qui est fait entre cette liste et les obligations nouvelles relatives au document unique d'évaluation des risques, puisque vous savez également que depuis l'année dernière, le document unique d'évaluation des risques est également conservé sur une période d'au moins 40 ans. Vous aurez dans le support que je vais vous envoyer le lien pour accéder au décret du 4 avril 2024, dans lequel il y a le tableau de tous les agents chimiques qui sont concernés par cette nouvelle traçabilité que vous devez obligatoirement mettre en place. Alors, j'ai toujours la fameuse question, Stéphane, sur ce qu'est l'exposition en tant que telle. Eh bien, alors l'exposition, en fait, elle est prévue par le texte, hein, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs limites d'exposition. Susceptibles d'être exposées, ça veut dire que est-ce que comment dire, est-ce que le poste de travail occupé par le salarié est dans son application pratique est susceptible de faire que le travailleur concerné soit exposé aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes, etc. Susceptible d'être exposé, ça ne veut pas dire est exposé, ça veut dire peut être exposé. Donc on a une définition beaucoup plus large que l'exposition réelle. En fait, là, on va déterminer ça par le poste de travail. Un conducteur, dans l'absolu, est susceptible d'être exposé à des huiles moteurs. Donc ce conducteur-là, dans l'absolu, doit être normalement mentionné sur cette liste de travailleurs susceptibles d'être exposés. Un mécanicien, bah, lui, pour le coup, il est susceptible, même plus que susceptible d'être exposé à ce type d'agents chimiques. Et donc lui, alors, il y a peu de doute sur le fait qu'il doit être sur les listes, sur la liste des travailleurs susceptibles d'être exposés. Là, en fait, il va falloir poste par poste vérifier si ils peuvent être, c'est quelque chose de possible, pas de certain, mais qui peuvent être en contact avec ces agents listés par le décret. Voilà pour cette nouvelle obligation mise à la charge des entreprises
Et nous allons terminer par 2 arrêts de jurisprudence de la Cour de cassation. Un premier arrêt de jurisprudence du 3 avril 2024 qui vient, comme je vous le disais en introduction, nous indiquer que le critère de l'ancienneté ne peut pas être utilisé pour le bénéfice des avantages liés aux activités sociales et culturelles d'un CSE. Alors, l'histoire, c'est que le CSE de Groupama, donc une grosse compagnie d'assurance, avait mis en place des activités sociales et culturelles réservées aux salariés de plus de 6 mois d'ancienneté. La CGT n'a pas été d'accord avec ça, avec la délibération du CSE, pardon, avec la délibération du CSE, et a donc saisi le tribunal d'une requête visant à annuler cette délibération. Et la Cour de cassation, in fine, du parcours judiciaire, a donné droit à la CGT en indiquant que s'il appartient au comité économique et social de définir ses actions en matière d'activité sociale et culturelle, l'ouverture du droit à l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier de ces activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté. Donc en l'occurrence, la Cour de cassation est venue annuler un article du règlement d'un comité social et économique instaurant un délai de carence de 6 mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés d'accéder aux bénéfices de ces activités sociales et culturelles. Donc, comme je vous le disais en introduction, cette jurisprudence vient en contradiction avec ce que prévoit l'ACOS et le bulletin officiel de la sécurité sociale. Donc jurisprudence, pouvoir judiciaire, ACOS et bulletin officiel de la sécurité sociale, pouvoir administratif en fait. C'est deux ordres totalement différents. Mais le pouvoir judiciaire a un pouvoir de contrôle sur les décisions administratives prises par les URSSAF, par exemple. Et donc, certaines URSSAF appliquaient cette tolérance-là, d'autres non. Là, ça nous promet quelques joutes judiciaires à venir lors des prochains contrôles URSSAF. Maintenant, l'enseignement à tirer de tout ça, c'est que il faut peut-être inviter vos CSE, si vous êtes dans cette situation-là, à réviser leur politique en matière de prise en compte de l'ancienneté pour l'accès aux ASC, aux activités sociales et culturelles, et notamment à leur indiquer que la jurisprudence maintenant ne tolère plus ce critère de l'ancienneté. Et pour terminer, une jurisprudence de la Cour de cassation du 20 mars 2024 qui vient nous poser la question de savoir si un simple rappel à l'ordre via mail a la valeur d'une sanction disciplinaire. Donc l'histoire, c'est dans un club de fitness, un des éducateurs sportifs qui dénigrait un peu l'entreprise a été convoqué le 16 août 2017 à un entretien préalable en vue de son licenciement avec une mise à pied à titre conservatoire, et que le 19 août, il a reçu un mail de son employeur qui lui demandait de faire preuve de respect à son égard, de cesser d'être agressif, de faire preuve de jugements moraux, de colporter des rumeurs et autres dénigrements auprès de la clientèle et des autres salariés. Et suite à ce mail du 19 août 2017, il a été licencié le 1er septembre 2017 pour faute grave en raison des menaces qu'il avait proférées sur l'entreprise, indépendamment des mentions portées dans le courriel du 19 août 2017. Donc bien évidemment, le salarié a attaqué son licenciement et a fait grief principalement à ce licenciement et à son ex-employeur de dire qu'il avait sanctionné les mêmes faits 2 fois et donc il avait épuisé son pouvoir disciplinaire. Donc il considérait, lui, que le mail du 19 août 2017 était une sanction disciplinaire et que cette sanction disciplinaire avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur et qu'il ne pouvait pas donc le licencier après ce courriel du 19 août, puisqu'en fait les faits reprochés dans la lettre du 1er septembre 2017 étaient antérieurs au 19 août et donc ne pouvaient plus être sanctionnés. Donc la Cour de cassation s'est penchée sur ce qu'était
une sanction disciplinaire, s'est penché, sur cette notion, de l'épuisement du sanction disciplinaire et a considéré que le simple mail qui ne prenait aucune mesure à l'encontre du salarié et se bornait simplement à lui demander de faire preuve de respect à son égard, de cesser d'être agressif, de faire preuve de jugements moraux, de colporter des rumeurs et autres dénigrements auprès de la clientèle et des autres salariés, ne constituait tout au plus qu'un simple rappel à l'ordre et non pas une sanction disciplinaire. Et donc, on a la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'avait donc pas épuisé son pouvoir disciplinaire et pouvait légitimement licencier un salarié le 1er septembre 2017. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est premièrement que quand vous entamez une procédure de licenciement, essayez d'avoir le moins de parasites possible au cours de cette procédure de licenciement. C'est-à-dire respecter les étapes de cette procédure, convocation, entretien, notification. Éviter les communications autres pendant la procédure, parce que en l'occurrence, la communication du 19 août 2017 n'a pas été considérée comme une sanction disciplinaire, parce qu'il n'y avait pas de mesure prise à l'encontre du salarié, mais il s'en faut de pas grand-chose, et surtout d'une appréciation concrète de la part des juges pour avoir une décision totalement inverse. Donc attention à la communication que vous pouvez faire pendant les procédures de sanctions disciplinaires ou de licenciement, parce que ça peut parasiter, in fine, la sanction que vous allez notifier. Ça, c'est la première enseignement qu'on peut tirer de cet arrêt de jurisprudence. Et le deuxième enseignement qu'on peut tirer de cet arrêt de jurisprudence, c'est que il faut faire attention également aux faits que vous sanctionnez, et bien vérifier que ces faits sont d'une part non prescrits, c'est-à-dire qu'ils datent de moins de 2 mois à partir du moment où vous engagez les poursuites, et que dans ce délai de 2 mois de prescription, vous n'avez pas sanctionné d'autres faits. Parce que si vous avez sanctionné d'autres faits, peu importe que ce soit les mêmes faits ou pas, eh bien vous avez épuisé votre pouvoir disciplinaire pour tout ce qui est antérieur à la sanction que vous avez notifiée. Donc quand vous engagez une procédure de licenciement, attention au parasitage d'autres communications qui pourraient intervenir dans cette procédure-là. Quand vous engagez une procédure de licenciement, une procédure disciplinaire, restez focus sur cette procédure-là et évitez de d'éparpiller votre communication à d'autres communications avec le salarié, quoi, en fait. Sinon, vous risquez effectivement d'avoir une sanction par le biais d'un tribunal si le salarié contestait son licenciement. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire au cours de cette visioconférence. Est-ce que il y aurait des questions peut-être, Pierrick, ou pas, ou non? Alors pas d'autres questions depuis la lumière. Très bien. Bah, Donc on écoutez, est bon. si effectivement il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne soirée et vous donne rendez-vous, bah, le mois prochain pour la visioconférence.